On se penchait il y a quelques instants sur cette attaque d'un policier, plusieurs policiers, pardon, par un individu. Finalement, ce sont 5 policiers qui ont été blessés, et non pas 3, comme le disait un premier bilan. L'homme est sous OQTF depuis 2023. Il est somalien. Il avait déjà été arrêté pour des faits similaires en 2023. On a là, Thibault de Montbrial, un condensé de ce qui ne fonctionne pas, ce qui dysfonctionne dans notre société. C'est un jour sans fin. C'est-à-dire qu'on a très régulièrement des événements qui sont considérés comme des incidents, mais qui sont en réalité des véritables attaques. C'est le djihad d'atmosphère, c'est l'espèce de guerre à bas bruit qui est menée à l'Occident en général et à la France en particulier, que je me permets de rapprocher, même si c'est pas exactement la même chose, mais dans le mode opératoire c'est la même, de la mort de 2 personnes, dont un enfant de 2 ans tué par un Syrien en Allemagne il y a 10 jours, de la mort d'une petite fille de 11 ans tuée par un autre Syrien en Hollande il y a 3 jours, dont quasiment personne ne parle, et qui fait que l'Europe est endeuillée quasiment tous les jours par des attaques de cette nature. C'est le produit à la fois d'un effondrement de l'autorité, d'une immigration non maîtrisée, d'une partie d'un sujet psychiatrique propre qui est également un véritable problème, mais qui n'existerait pas si les sujets précédents étaient maîtrisés, et qui nous amène lentement mais sûrement dans une situation chaotique. Avec quand même des signes d'amélioration pour vous ou pas, avec un ministre de l'Intérieur qui prend le sujet à bras-le-corps, un ministre de la Justice qui pour une première fois semble aligné sur le ministre de l'Intérieur, Thibault de Montbrial. Oui, c'est-à-dire que sur le papier, il y a une amélioration, il y a déjà une prise de conscience, et on a pour la première fois depuis quelques mois des ministres, une combinaison entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, de gens qui font de la politique et qui disent enfin les choses en étant aux affaires, alors qu'en général, il y avait une espèce d'effet tout à fait curieux qui faisait que quand quelqu'un devenait ministre, tout à coup, il avait une partie de son cerveau qui occultait la réalité. Là, on a au moins des choses qui sont dites, mais on ne va pas se leurrer. Tant qu'on aura une assemblée aussi fracturée, et même, il faut bien le dire, un gouvernement aussi fracturé, il n'y a rien d'autre à attendre que, d'une part, un diagnostic, ce qui est déjà bien, et quand même aussi des mesures réglementaires, notamment la fameuse circulaire Valls qui a été enfin remplacée par Bruno Retailleau il y a quelques jours, ou des mesures que Gérald Darmanin essaye de mettre en place à la justice. Mais ce sont des petits pas dans la bonne direction, et moi je suis toujours favorable aux petits pas dans la bonne direction, mais le choc d'autorité que j'appelle de mes voeux, il est d'une bien autre ampleur, et il nécessitera le moment venu un alignement entre un président de République qui aura une colonne vertébrale sur ce sujet, un Premier ministre et une assemblée absolue, une majorité absolue dans les deux assemblées, qui permettra de mettre en place une vraie politique et d'avoir une force légitime pour peser à Bruxelles sur ce sujet, ce qui est un point impératif. Louis Dragnel. Mais alors justement, sur cette question, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui sont complètement désespérés parce qu'ils se disent, en fait, on va devoir attendre 2 ans au moins, une clarification par l'élection, pour que les choses puissent bouger. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même, ça suscite des sentiments un peu de... On se dit qu'on ne peut rien faire, quoi. Non, mais l'impuissance absolue en politique, ça n'existe pas. Saint Paul disait l'espérance ne déçoit jamais. Il faut toujours espérer, et ce que l'homme a fait, notamment juridiquement, politiquement, l'homme peut toujours le changer. C'est une question de cumul entre une volonté et du courage. La volonté, aujourd'hui, le peuple l'a. Quand vous regardez toutes les études d'opinion sur ces sujets, quelle que soit la sensibilité politique des personnes interrogées, y compris très à gauche, on a une réponse minimum de 45% de oui à des mesures plus fermes, qui montent très au-dessus et jusqu'à 90-95% dès qu'on passe à l'aile droite de Renaissance, et je ne vous parle pas du reste de la droite. Donc il y a une volonté massive, populaire, de changement. Donc on a la volonté, il ne manque plus que le courage. Et ce courage, il semble poindre chez certains hommes politiques actuels. Néanmoins, moi je pense, vous savez, avec le centre de réflexion sur la sécurité intérieure que je préside, je fais des réunions publiques 2 ou 3 fois par mois partout en France, et je sens quand même que le peuple, les gens qui viennent discuter de ça, sont un peu désabusés d'une classe politique qui, depuis 20 ou 30 ans, est aux affaires, droite ou gauche confondue, et qui, finalement, malgré un diagnostic de plus en plus évident, a toujours rechigné
à faire ce qu'il fallait faire. Je pense qu'à un moment, il faudra le faire. Et j'ajoute pour finir que ce n'est pas une question d'extrémisme, puisqu'évidemment, on se fait très vite taxer d'extrémisme. Regardez, les pays du nord de l'Europe, malgré des grandes difficultés comme la tragédie suédoise d'aujourd'hui l'illustre, eh bien, ont pris, alors que ce sont des sociodémocrates qui sont au pouvoir, ils ont pris des mesures de bon sens qui, ici, seraient qualifiées par une bonne partie de la presse et des partis Vous politiques parlez de la Suède, de mesures très à gauche. Thibault de Montbrial, je le précise, une dizaine de personnes tuées dans un centre d'enseignement. Le tireur est mort. Une fusillade dans un établissement scolaire, la plus meurtrière qu'ait jamais connue la Suède dans son histoire. Oui, la Suède qui est ravagée par une immigration non contrôlée, par des gangs, par des armes de guerre. La Suède c'est le pays d'Europe où on tire le plus. Par exemple, on tire à l'armentichar régulièrement en Suède, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas encore en France. D'accord. Gauthier Lebret, et après On parlait à l'instant de ce qui s'est passé aujourd'hui à la préfecture. C'est l'immigration illégale qui est en cause avec cette personne sous OQTF. On a eu aujourd'hui les chiffres de l'immigration légale. 340 000 titres de séjour délivrés l'an dernier, quasiment. 336 700 précisément. Comment fait-on pour faire comprendre à ceux qui nous dirigent qu'il est peut-être temps, puisque c'est un chiffre en hausse, de baisser ce chiffre et d'arrêter avec les titres de séjour? Et là, on parle d'immigration, encore une fois, légale. Et alors, Gauthier Lebret, pour aller dans votre sens, il faut ajouter à ce premier chiffre que vous donnez sur ce qu'on appelle les premiers visas entrés en France, les premières demandes d'asile. Le chiffre des 258 000, si j'ai bien lu tout à l'heure. Donc, le cumul des deux nous met juste en dessous de 500 000, c'est-à-dire que les entrées légales en France en 2024 sont du niveau de la population de la ville de Toulouse. Et bien qu'on se soit fortement réjoui, semble-t-il, du nombre d'expulsions en augmentation de 24%, en réalité, le nombre d'expulsions, c'est 21 000. Donc vous avez d'un côté la population de la ville de Toulouse et de l'autre l'affluence moyenne dans un stade de Ligue 1 pour un match de foot. 500 000, 20 000. Donc le solde d'accroissement naturel sur 3 ans, c'est 1,5 million d'un côté et 40 ou 50 000 ou 60 000 qui sont partis. C'est, au sens propre, insupportable. L'autre jour, il y a eu un débat sur la submersion migratoire. Qu'est-ce que c'est que la submersion ? Comme je dis souvent, l'immigration, ce n'est pas un sujet passionnel. C'est un sujet de souveraineté dont il faut être capable de parler calmement. La submersion, c'est quand on perd le contrôle. Pense-t-on réellement qu'on a le contrôle quand, il y a 10 jours, dans le 16e arrondissement de Paris, en pleine séance de sport pour les élèves de lycée, dans un gymnase, la police est arrivée, a demandé aux étudiants, aux lycéens de partir et qu'on les a remplacés par 200 migrants et qu'on a expliqué aux enseignants qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils retrouvent la jouissance du gymnase avant le bac et que peut-être de jeunes bacheliers parisiens n'allaient pas pouvoir passer l'épreuve physique d'éducation physique parce que on occupait leur gymnase avec des migrants. Ça ressemble à des agissements en panique. Donc nous sommes effectivement dans une situation où il n'y a plus de maîtrise. Et j'ajoute un dernier point, c'est que l'argument de l'immigration de travail ne tient pas pour 2 raisons. La première, c'est que le nombre de visas d'immigration pour le travail, c'est 15% seulement de l'immigration. Et la deuxième, c'est que le nombre de chômeurs, émigrés est du double du nombre de chômeurs français. Donc il faut complètement repenser notre politique migratoire. Ça n'est ni bien ni mal, ça n'est ni une chance pour la France, ni pas une chance pour la France. Moi, je ne me situe pas dans le terrain affectif, je me situe dans le champ des questions de souveraineté. Qu'est-ce qui est bien pour notre pays ? Quel est le besoin de notre pays ? Nous avons besoin d'un certain nombre de migrants sur certains métiers, mais moins qu'on ne le dit. Et la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 10 ans, n'est pas celle de dans 10 ans, et il faut aborder ces questions de façon dépassionnée. François Pupponi. Sur le cas concret là, du Somalien qui a agressé les 5 policiers cet après-midi, vous faites quoi ? Vous le remettez à la justice ? Demain, vous êtes ministre de l'Intérieur, ou vous décidez de l'expulser ? Il est sous OQTF. Vous décidez de l'expulser tout de suite. Vous n'attendez pas, vous ne prenez pas le risque, parce que le risque, c'est qu'il soit remis à la justice, que le procès traîne, qu'il soit remis en liberté et qu'on le retrouve comme on l'a retrouvé un an plus tard. Oui, parce qu'il était en récidive. Ou est-ce que vous dites, non, allez, on ne cherche pas à comprendre, on l'expulse tout de suite? Alors, sachant qu'il y a tout un tas d'éléments qui me manquent pour répondre précisément à la question. Il est sous OQTF. Il est sous OQTF. On l'a arrêté. À supposer, pour les besoins du raisonnement, parce que vous le savez très bien, cher François, que la difficulté, c'est que l'OQTF soit exécuté. C'est-à-dire que s'il est somalien, c'est ce que j'ai compris, c'est ça. Est-ce que la Somalie accepte de le recevoir? C'est un pays en guerre. À supposer, ce qui n'est pas le cas, mais à supposer que la Somalie, ou que, en tout cas pour le besoin du raisonnement abstrait, le pays d'origine accepte de reprendre, moi, dans ce cas-là, c'est l'expulsion immédiate. Il n'y a aucun débat. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut aussi rappeler quelques évidences. C'est que la sécurité, c'est un besoin primaire de l'être humain. L'État a comme mission première
d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Aucune autre considération ne doit primer. Et certainement pas l'intérêt individuel de quelqu'un qui ne fait pas partie de notre communauté nationale. On ne peut pas expulser vers la Somalie, on ne peut pas expulser vers l'Afghanistan et vers d'autres pays. Bruno Retailleau avait proposé la solution des pays tiers. On lui a dit c'est une idée horrible, il ne faut surtout pas le faire. Les Italiens le font. C'était mon point suivant, donc je vous remercie de cette question qui est remarquablement articulée avec ma pensée. Bien sûr, d'abord il faut trouver des solutions. Donc il faut être inventif. Il y a des pays qui sont prêts à accueillir ces gens dans des bonnes conditions au regard des droits humains, évidemment en contrepartie d'une aide financière. Mais là encore, l'intérêt de notre pays, est-ce que c'est même à charge égale, et en plus la charge serait sans doute moindre, mais même à charge financière égale, que ces gens qui sont dangereux soient gérés à un endroit où ils ne mettent pas en risque notre population? Ou est-ce que c'est de les laisser sur notre territoire où ils mettent en risque nos policiers, on l'a vu cet après-midi, nos surveillants de prison, on en parle très peu, mais il y a des agressions tous les jours, ou notre population, comme on le voit également tous les jours. Ouais, et on a, depuis les États-Unis, la confirmation que les premiers vols de migrants vers Guantanamo sont en cours. Guantanamo, donc la prison de haute sécurité des années Obama, qui est remise en service des années Bush, mais qui a été fermée par Obama, qui est à nouveau remise en service. C'est une solution dans des conditions sans doute différentes de celles de la détention des terroristes. Mais moi, je pense qu'il faut réfléchir sur ces questions en termes d'efficacité et en se souvenant, je me répète, mais que ce qui compte, c'est pas des questions morales sur les pauvres chéris. J'entends ce que vous dites, mais il y a des leaders politiques en France qui, alors évidemment, attisent le feu sur ce débat. On va juste écouter un tout petit extrait de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon ce week-end à propos de la théorie du grand remplacement qu'il assume. Oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement ? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Ça c'est une idéologie qui est mise en place, une stratégie. C'est une stratégie politique qui est navrante, qui est irresponsable, qui est presque ridicule, parce que M. Mélenchon a dit l'inverse pendant plus de 30 ans de vie politique, et quand on ressort ses discours, même il y a 10 ans, il disait l'inverse. Mais donc, ça veut dire que c'est un choix cynique de positionnement politique à l'appui d'une démarche qui est électorale. Et je pense qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon se met de plus en plus dans une posture qui consiste à mettre en très grand danger la paix civile. Et c'est de plus en plus inquiétant. Rachel, peut-être une question sur l'Algérie. J'avais une question à poser évidemment sur les questions de sécurité. On sait que le droit est fait par la loi. Est-ce que la jurisprudence nous aide ? Est-ce que les tribunaux nous aident justement sur le pas à pas dont vous parliez pour être plus en sécurité, et notamment par rapport à l'exécution de nos lois? Les tribunaux ne nous aident globalement pas, pour des raisons qui sont à la fois liées au fonctionnement, à la procédure pénale, à des circonstances de flux de massif de procédures, à la question aussi de l'exécution des peines qui est un réel problème. Et d'un autre côté, d'abord on a besoin des tribunaux et les tribunaux appliquent la loi. Alors, ils l'appliquent avec une interprétation, mais si la loi est claire, il n'y a plus de problème. S'il y avait une réforme de procédure pénale sur certains points, la question ne serait plus de savoir si les juges ont raison ou tort, puisque la loi guide les juges et ils ne peuvent pas statuer en dehors de la loi. Donc, je pense qu'il y a, pour tout ce qui concerne la haute administration française, y compris la magistrature, un vrai travail de refondation culturelle, parce que en décalage avec le peuple dont je parlais tout à l'heure, des attentes massives et unanimes ou quasi unanimes, eh bien, une forme de superstructure, pour parler comme Marx, qui est une superstructure de l'intelligentsia française, ultra minoritaire, mais très présente dans les médias, dans l'administration et notamment la magistrature, pense de façon contraire à ce que l'évolution de la société mérite. Mais le réel va finir par s'imposer. Une dernière question. Oui, sur l'Algérie, Thibault de Montbrial. Quand on voit l'agressivité du président Tebboune, Boualem Sansal qui est toujours retenu comme un otage d'État dans les geôles algériennes, le silence du président français vous évoque quoi ? Mais le silence, moi je préfère quand il se tait que quand il dit que la France a commis un crime contre l'humanité ou qu'il n'y a pas d'histoire et de culture française. Je pense que l'Algérie, pour des raisons que l'histoire éclairera peut-être, je ne m'explique pas, et je pèse mes mots, je ne m'explique pas le positionnement d'Emmanuel Macron sur l'Algérie depuis les propos qu'il tenait pendant sa campagne électorale avant sa première élection. Maintenant,
ce que je redis devant vous bien volontiers, c'est qu'il est temps de mettre les relations franco-algériennes à niveau, c'est-à-dire qu'elles deviennent normales, qu'elles ne soient plus polluées par le passé. Et ça implique de la fermeté. Nous sommes maltraités. Et des mesures de rétorsion. Évidemment, sur tous les champs et sans aucun état d'âme. Et vous verrez que, comme par magie, il y aura une amélioration. Mais le vrai problème, et ce qui est l'éléphant dans la pièce avec l'Algérie, c'est que ce qui tétanise les politiques français, c'est le nombre d'Algériens et de Franco-Algériens sur le territoire français. Et la capacité de l'Algérie, par ces influenceurs qui sont en réalité des gens liés au moins par des liens non écrits, mais par l'influence justement au service de l'État algérien, la capacité donc de ces gens de commettre ou de mettre en œuvre des vrais désordres sur le territoire français. C'est ça. Mais là encore, il faut assumer les bras de fer et en général, quand on est faible, ce qui est le cas pour le moment, l'opposition ne cesse de gagner des terrains. Donc à un moment donné, il faut assumer de la fermeté sur tous les plans. Financiers, visa, relations personnelles avec les dirigeants, etc. Seule la fermeté paye et si un jour d'aventure elle était mise en œuvre, eh bien elle payerait.